parler aujourd'hui de la révolution du travail, parce qu'en effet, nous vivons aujourd'hui moins une crise de l'emploi qu'une révolution du travail. Ça peut paraître paradoxal quand on voit le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt et que derrière ce chômage conjoncturel se cachent des évolutions structurelles qui touchent à notre façon de travailler. Et on peut distinguer 5 grandes tendances, 5 grandes raisons de cette mutation du travail. La première, c'est la globalisation de notre économie. La deuxième, c'est les évolutions technologiques, évidemment, l'informatisation, la digitalisation du travail. La troisième, c'est le changement des comportements individuels par rapport au travail, notamment dans les jeunes générations qui ont une relation beaucoup plus distendue par rapport au travail. Quatrième grande tendance, c'est l'émergence d'une économie à la demande, qui est un vrai changement de paradigme économique, où on est passé d'une société où on a produit des biens de consommation, des biens et des services de consommation en grande quantité standardisés, et aujourd'hui on est passé plutôt dans une économie à la demande où les entreprises vendent et commercialisent des produits et des services avant même de les avoir fabriqués, et fabriquent en fait à la demande. Donc voilà, toutes ces évolutions, plus évidemment les évolutions démographiques, le vieillissement de la population en général, font qu'effectivement notre façon de travailler a changé, le travail s'est dématérialisé, le travail est devenu multiple, protéiforme, et tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en plein cœur d'une révolution du travail. Alors, j'insisterai beaucoup sur la façon dont l'attitude par rapport au travail a changé, parce que je pense que c'est vraiment une caractéristique de cette mutation, et j'en parle dans mon dernier livre, Travail, la soif de liberté. Généralement, quand on pense au travail, on associe 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est on travaille parce qu'il faut gagner de l'argent, donc c'est la valeur instrumentale du travail, qui reste importante. Mais on va le voir qui devient, pour certaines populations, moins essentiel. La deuxième, c'est l'aspect relationnel du travail. On travaille pour être aussi en interaction avec d'autres personnes, donc c'est une intégration dans la société quelque part. Et troisième caractéristique du travail, c'est la volonté de s'accomplir, de se réaliser soi-même dans le travail. Et cette troisième dimension, on le voit, et beaucoup d'études sociologiques le montrent aujourd'hui, gagne de l'importance. Les gens n'acceptent plus d'avoir un travail alimentaire, perdent leur temps ou perdent leur vie à gagner leur vie. Ils veulent que le travail ait un sens et vraiment une capacité de se réaliser soi-même. Et cette dimension-là, aujourd'hui, vraiment gagne en importance. Et tout ça nous amène à se poser la question, est-ce que le salariat est-il encore la meilleure forme de travail qui permet justement aux individus de se réaliser? Et c'est vraiment le cœur de la problématique que j'ai explorée dans mon dernier livre. Le salariat est basé sur une relation de subordination, légalement. Donc une relation de subordination, ça veut dire que quelqu'un, un supérieur hiérarchique, peut vous donner des ordres, peut contrôler l'exécution de ces ordres et éventuellement vous sanctionner si ces ordres n'ont pas été bien appliqués. Donc on voit bien que dans cette soif d'accomplissement, de réalisation, mais aussi d'autonomie, de devenir acteur de sa vie professionnelle, il y a quelque part un antagonisme assez fort entre effectivement cette relation de servitude volontaire, comme disait la Boétie, et cette aspiration d'autre part des individus à être plus autonomes, plus actifs dans leur vie professionnelle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on assiste d'une part à un certain malaise dans le monde du travail aujourd'hui, mais dans le monde du travail salarié. On parle des phénomènes de burn-out ou de bore-out. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Le bore-out, c'est quand vous avez un travail qui ne fait pas beaucoup de sens et qui n'est pas épanouissant. Et face à cette crise du salariat, quelque part, ou cette grosse fatigue, comme je l'appelle, du salariat, on voit l'émergence de nouvelles formes de travail plus indépendantes, plus autonomes, les freelancers, les indépendants, les auto-entrepreneurs, dont le chiffre ne cesse d'augmenter dans la population active. On est vraiment à un virage aujourd'hui, un tournant, car depuis, je dirais, l'après-Deuxième Guerre mondiale, la part des travailleurs indépendants dans la population active n'a fait que baisser. Et aujourd'hui, et le tournant c'est de 2011-2012, on voit à nouveau un revirement historique avec une remontée du travail indépendant. Et le statut des auto-entrepreneurs a largement contribué à cette hausse du travail indépendant à nouveau. Donc c'est un vrai tournant historique. Et donc effectivement, une remontée du travail indépendant parce que le salariat ne convient plus forcément à ce nouveau travail qui s'est dématérialisé, qui est devenu beaucoup plus protéiforme, beaucoup plus, je dirais, interactif et dans l'ubiguïté, si je puis dire. Donc on peut travailler de n'importe où maintenant. Et donc effectivement, voilà, une nouvelle forme de travail se développe.
parce que ça répond aussi effectivement à cette soif d'appétit et cet appétit de liberté, d'autonomie, de redevenir indépendant de sa vie professionnelle, ce que le salariat ne permet plus, notamment dans sa forme, je dirais, boursouflée, qui est devenue hyper bureaucratisée, hyper réglementée et prescrit. Hein, si vous regardez notre code du travail, depuis les années 70, on est passé de 600 articles à plus de 8000 articles aujourd'hui. Donc on voit bien que notre droit du travail s'est complexifié, s'est intensifié et a rigidifié quelque part la relation de travail. Et c'est pourquoi certains disent que finalement aujourd'hui l'emploi a tué le travail, en ce sens que l'emploi salarié, encore une fois dans cette forme de subordination, ne correspond plus aux mutations économiques de notre société, et que cette généralisation du salariat qu'on a pu constater, je dirais durant les 30 glorieuses, hein, c'est reparti essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, où le salariat s'est généralisé pour quasiment toucher l'ensemble de la population active, ce salariat probablement demain ne va pas disparaître, mais va se réduire, sa part va se réduire dans la population active au profit du travail indépendant. Encore une fois, pour répondre à cette soif de liberté. Alors, tout ça a évidemment un impact pour le monde de l'entreprise, parce que cette soif de liberté, quelque part cet appétit aussi pour une démocratisation de la vie au travail, touche la façon dont les entreprises sont à la fois managées et également gouvernées. Et je pense que c'est un vrai défi pour les entreprises du XXIe siècle, c'est comment intégrer aussi, encore une fois, cette soif de liberté. En termes de management, je pense que aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, le management est plus vu comme un obstacle à la réalisation du travail, hein, ce que disait déjà Peter Drucker il y a très longtemps, en disant on a l'impression que le management aujourd'hui, c'est mettre des bâtons dans les roues des gens pour les empêcher de bien travailler. Et donc ça, il faut que ça change, il faut vraiment que le management évolue, qu'il devienne plus collaboratif, plus participatif, qu'on prenne mieux en compte la vie des individus au travail, leur singularité aussi. On ne peut plus manager des équipes comme étant une équipe faite d'hommes et de femmes homogènes, aux mêmes attentes, aux mêmes comportements. Donc il faut personnaliser, individualiser le management. Donc ça, c'est la partie, effectivement, gestion des ressources humaines. Et puis, d'un autre côté de l'entreprise, l'entreprise doit vraiment repenser sa gouvernance. Je pense qu'on est arrivé aussi à une limite de ce modèle qui est lié quelque part au développement du capitalisme anglo-saxon, hein, de la valeur actionnariale, où aujourd'hui, la majorité des profits sont redistribués aux actionnaires plutôt qu'aux salariés. Et on demande aux salariés d'en faire toujours plus avec moins pour permettre d'assurer les dividendes versés aux actionnaires. Et je pense que l'entreprise doit vraiment essayer de rééquilibrer la rémunération de ces deux investisseurs. Moi, j'aime bien parler à la fois, il y a les investisseurs en capitaux, et c'est très important, les actionnaires, mais il y a également les investisseurs en travail, qui sont les salariés ou les travailleurs de l'entreprise. Et on doit aujourd'hui arriver, je pense, à mieux équilibrer ces deux types d'investisseurs, faire en sorte que le travail soit rémunéré, valorisé aussi bien que l'investissement en capital. Donc d'où cette notion plutôt de valeur actionnariale, on parle de plus en plus de valeur partenariale, ou comment l'entreprise aussi peut mieux interférer avec son écosystème, prendre en compte l'ensemble de ses parties prenantes, les écouter, avoir des relations de partenariat avec elles et pas simplement des relations de prestataires où je gère mes sous-traitants ou mes prestataires de façon non équilibrée, donc retrouver de l'équilibre et puis effectivement rebalancer cette gouvernance de l'entreprise pour quelque part instaurer de la démocratie dans l'entreprise, une meilleure démocratie. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les décisions de l'entreprise doivent être prises à vote à main levée et à la majorité, mais quand même, c'est mieux associer l'individu dans la marge de l'entreprise. Hein, on a le modèle germanique ou rhénan de codécision. Je pense qu'effectivement, une meilleure prise en compte de l'intérêt des salariés, encore une fois, qui sont les investisseurs en capital dans l'entreprise, est essentiel. Et puis je dirais pas simplement les salariés, mais aussi l'ensemble des individus qui interviennent dans le cadre d'une entreprise. Parce que c'est aussi ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand vous allez visiter une entreprise, il y a effectivement les salariés permanents de cette entreprise, il peut y avoir des intérimaires, des CDD, mais il peut y avoir aussi des consultants qui travaillent dans l'entreprise, des freelances, des prestataires extérieurs qui sont sur le site de l'entreprise, même s'ils ne sont pas directement employés par l'entreprise. Et c'est aussi un autre défi pour moi des entreprises du XXIe siècle, c'est comment gérer cette main-d'œuvre composite, faite de travailleurs aux statuts différents, aux conditions de travail différentes, certains sont subordonnés, d'autres pas, comment faire travailler ensemble tous ces individus
pour que l'entreprise puisse continuer à se développer, rester compétitive et atteindre ses objectifs. Nous sommes face à un nouveau travail, il y a une révolution du travail et il faut qu'à la fois le monde de l'entreprise, les pouvoirs publics aussi s'adaptent à cette nouvelle réalité du travail.